Alors, la crise de la conscience européenne est un processus qui permet à l'Europe d'évoluer, de passer à une ère théocentrée, où la religion est au cœur de tout, pour simplifier, à une ère anthropocentrée, où c'est l'homme avec de nouvelles valeurs qui vont dominer les sociétés européennes. Cette période charnière est fondamentale pour l'Europe et se situe entre 1680 et 1715, selon l'historien Paul Hazard, qui s'est penché sur cette question, mais ce sont des dates, comment dirais-je, indicatrices, qu'il ne faut pas prendre au premier degré de la lettre. Donc cette crise, qui permet de changer de représentation sociale, où de nouvelles valeurs apparaissent, des anciennes disparaissent ou tendent à disparaître, sont, comment dirais-je, insufflés par des personnages extrêmement importants. Je pense à Spinoza, Fontenelle, Malebranche, mais aussi à Pierre Bayle, qui est un protestant français, qui sera un précurseur et qui va jouer un rôle fondamental dans cette crise de la conscience européenne, parce qu'il sera effectivement un père du tolérantisme et il va marquer donc cette époque. Alors le monde arabo-musulman a lui aussi connu une crise qui structurellement est très différente de la crise de la conscience européenne, parce qu'elle n'a pas abouti à l'émergence d'une modernité propre au monde arabo-musulman. Alors cette crise, je vais la décrire très succinctement. Nous avons un premier élément qui se situe à la 12e, 13e siècle, qui est une crise théologique, c'est une crise de la fermeture. C'est la victoire des conservateurs musulmans sur les rationalistes, qui génère donc véritablement un assèchement de la pensée musulmane, un appauvrissement, et c'est le début d'ailleurs de la décadence du monde arabo-musulman. On a une deuxième crise, bien plus tard, avec l'effondrement du califat ottoman. C'est la crise de l'unité, le monde arabo-musulman éclate, il est dépecé. Et enfin, une troisième crise, qui est une crise à modernité, qui est une crise diffuse, complexe. C'est une crise qu'on pourrait décrire en disant que le monde musulman n'a pas inventé la modernité, il n'a pas inventé la sécularisation, la laïcité, et le monde musulman est donc face à cette modernité exogène, et ça pose de véritables problèmes identitaires. Il a le choix entre continuer dans la fermeture théologique ou aller vers une modernité en copiant l'Occident, ce qui posera de véritables problèmes. Et donc cette crise de la modernité est un véritable défi pour le monde arabo-musulman qu'il doit relever. Et ces trois éléments conjugués, crise de la modernité, crise de la théologique, crise de l'unité califale et crise de la modernité, forment ce que j'appelle la crise de la conscience arabo-musulmane. Alors, en réalité, il y a eu des penseurs musulmans tout à fait remarquables, de premier plan, qui ont apporté des contributions majeure pour tenter de régler cette crise de la conscience arabo-musulmane. Je pense au Soudanais Mohamed Taha, qui a fait des travaux tout à fait remarquables pour essayer de faire évoluer le monde arabo-musulman, mais il s'est heurté au conservatisme religieux d'une part, qui domine depuis le XIIIe siècle, comme on l'a dit, et au despotisme arabe. Et là, nous avons la réponse à votre question. Le despotisme arabe, qui domine dans la plupart des pays arabes, est à l'origine de l'absence de l'émergence de penseurs tels que Pierre Bayle, parce que les régimes autoritaires et despotiques ont une tendance plus que forte à réduire, à écraser toute forme d'opposition politique ou religieuse. Et les conservateurs s'accommodent très bien de cette situation, les conservateurs religieux. Oui, tout à fait. Alors, comme je viens de le dire, le monde arabo-musulman est en crise de la conscience. Des penseurs, et non des moindres, ont tenté de trouver des solutions pour sortir de cette crise. Je pense au savant yéménite Shawkani, je pense à Jamaldine Al-Afrani, à Mohamed Abdou et beaucoup d'autres qui vont se manifester, en tout cas dans les travaux, vont commencer à émerger entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Et ces penseurs-là, qui sont de véritables réformistes, vont effectivement tenter de solutionner cette crise de la conscience arabo-musulmane. Sans résultat. Nous sommes sous domination coloniale et les choses ne sont pas évidentes. Ensuite viendra une nouvelle catégorie de réformistes plus radicaux,
beaucoup plus politisé, infiniment plus conservateur. C'est ce qu'on appelle l'islamisme naissant. Cet islamisme-là, effectivement, n'est pas en soi une maladie, mais plutôt le symptôme d'une maladie, dans le sens où ces gens-là, à l'instar des réformistes, beaucoup plus modérés, beaucoup plus spirituels, vont tenter, avec leurs outils, puisés dans le référent musulman, de trouver des solutions à cette crise de la conscience arabo-musulmane. Alors cette crise est terrible. Cette crise de la conscience arabo-musulmane, je l'ai décrite, a des conséquences tout à fait dramatiques en termes de décadence et de non-production de penseurs réformistes susceptibles de sortir le monde arabo-musulman de cette décadence. Cette crise est infiniment amplifiée par le despotisme ambiant qui étouffe toute opposition, toute réflexion, tout esprit de réforme. Voilà le constat. La solution, il y en a une. Elle est évidente, c'est la démocratie musulmane, une démocratie qui puise ses références dans le corpus idéologique de l'islam, en l'adaptant à la réalité, à la modernité, mais il est impératif, et il n'y a que cette solution, c'est la démocratie, le pluralisme, le respect de la diversité. C'est un leurre de croire que le despotisme pourra régler quoi que ce soit. Il ne fait qu'aggraver la situation. Et l'interventionnisme occidental, en particulier américain, on l'a vu, a eu des conséquences tout à fait redoutables, avec l'émergence notamment de Daesh.